La Réunion a une histoire mouvementée. Esclavage, oppression coloniale, 1848 et l'abolition, et enfin 1946 et la départementalisation. Quels régimes ou systèmes politiques ont prévalu dans l'île depuis son origine? Qu'a signifié la départementalisation de 1946 pour les Réunionnaises et les Réunionnais? Dans quelle situation se trouve la Réunion aujourd'hui, plus de 75 ans après son intégration? Voici quelques questions que nous allons poser à Elie Waro, notre invité du jour. Bonjour et bienvenue à vous. Nous avons le plaisir d'inaugurer ces causeries de l'histoire à l'Université numérique de La Réunion avec une grande figure de l'histoire politique de notre île, Monsieur Elie Waro. Bonjour Elie Waro. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes un scientifique de formation puisque vous êtes à la base chercheur au CNRS. Vous avez renoncé à votre carrière académique pour vous consacrer à la vie publique. Vous avez été successivement conseiller général, maire, conseiller régional, député à l'Assemblée nationale et député au Parlement européen. Vous venez de publier une analyse intitulée « L'ère de la responsabilité, la Réunion à l'heure du choix », dans laquelle vous proposez un projet de développement pour la Réunion, qui est une région hors norme selon l'INSEE. Face à la crise multiforme qui a un impact profond sur les habitants, notamment au niveau de l'emploi, du logement, de la santé, de l'éducation, de l'économie et plus généralement du niveau de vie, vous invitez les Réunionnaises et les Réunionnais à bâtir ensemble une nouvelle voie. Procédons à un bref retour sur notre histoire. Tout d'abord, quels régimes ou systèmes politiques ont prévalu dans l'île de son origine à 1946, année de la départementalisation? Quel était le quotidien du peuple réunionnais? Alors, la Réunion a connu effectivement essentiellement le régime de l'esclavage, de l'engagisme et du colonialisme sur l'essentiel de son histoire. L'histoire humaine de la Réunion débute en 1663 et de 1663 à 1946, ça a été le régime, le colonialisme, avec bien entendu des éléments plus marqués au moment de l'esclavage et de l'engagisme et le colonialisme par la suite. Voilà les régimes essentiels et maintenant nous vivons sous un autre régime, mais on va en parler dans un instant. Effectivement, vous l'avez souligné, le 19 mars 1946, la Réunion devient officiellement un département français, tout comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la vie des Réunionnaises et des Réunionnais? Quels sont les changements concrets pour les habitants de l'île? Ont-ils été traités en tant que citoyens français à part entière? Ont-ils bénéficié d'une autonomie? Ont-ils été assimilés? Ont-ils été intégrés? Ont-ils été intégrés sans être assimilés? Qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai que cette loi a beaucoup apporté dans la vie quotidienne des Réunionnais et des Réunionnaises. Il faut savoir qu'en 1946, dans ces années-là, on ne parlait pas de la pauvreté à la Réunion, on parlait de la misère. Et les Réunionnais, majoritairement, vivaient dans la misère. Et incontestablement, cette loi de départementalisation a beaucoup apporté dans ce sens. Il n'y avait pas, tous les enfants n'étaient pas scolarisés, et à partir de 1946, cela a été effectivement normalisé. Il y a eu une amélioration considérable de la vie des Réunionnais et des Réunionnaises. Mais cette loi comportait quand même un certain nombre de lacunes. Par exemple,
cette loi était une loi, notamment, c'était une loi d'intégration. Et l'intégration ne permettait pas, ne permet toujours pas, hein, au département que nous sommes, d'avoir les outils nécessaires pour son développement. Ce qui fait que, pendant toute cette période et jusqu'aujourd'hui, La Réunion et les autres départements d'outre-mer sont dans la même situation, ne connaît pas un véritable développement. Il n'y a pas de développement. Et comme il n'y a pas de développement, eh bien, il n'y a pas de création d'emplois. S'il n'y a pas d'emploi, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est la misère. Voilà ce que nous traînons aujourd'hui. Et bien évidemment, il faut dépasser de l'intégration. Mais autre chose aussi, cette loi était également non seulement une loi d'intégration, mais c'était aussi une loi d'assimilation. De 1663 à 1946, les Réunionnais ont vécu entre eux. Les Réunionnais ont créé une espèce de culture réunionnaise. Eh bien, la loi, c'est la loi de 1946, qui était une loi d'assimilation, a nié cette particularité, cette existence de cette culture réunionnaise. Et on a subi une assimilation qui a été néfaste pour le mental même des Réunionnais. L'assimilation consistait à dire, eh bien, vous êtes des Français et rien d'autre. Votre histoire, c'est l'histoire de France. Vos ancêtres, même si vos ancêtres venaient d'Afrique ou de l'Inde ou d'ailleurs, vos ancêtres étaient des Gaulois. Et votre langue, alors que pendant tout ce temps, les Réunionnais ont créé une langue, le créole, mais on leur disait, votre langue, ce n'est pas le créole, votre langue, c'est le français, et il faut combattre votre langue, qui est le créole, et ça a créé un traumatisme que les Réunionnais portent encore aujourd'hui. Alors, en dépit de son caractère lacunaire, pensez-vous que le 19 mars 1946 doit être célébré comme un point de départ positif pour le destin des Réunionnaises et des Réunionnais? Absolument. La loi de 1949 marque aussi la fin du colonialisme. Et on entre dans une ère nouvelle. Et c'est le symbole de la fin du colonialisme, la loi du 19 mars. C'est pour ça qu'il faut célébrer le 19 mars, comme d'ailleurs tous les autres pays qui se sont libérés du colonialisme considèrent que ce jour-là est un jour important et c'est célébré. Mais à La Réunion, nous devons aussi célébrer le 19 mars comme une fête importante dans l'histoire de La Réunion. Vous l'avez un peu évoqué. Quelle est la situation de La Réunion aujourd'hui, plus de 3/4 de siècle après son intégration? Quelle est la situation sociale, politique et économique de l'île? Écoutez, on est dans une situation de crise. Et quand on voit aujourd'hui tous les indicateurs socio-économiques et même environnementaux à La Réunion sont dans le rouge. Et tous les Réunionnais connaissent la situation. C'est le chômage qui touche près de 20% de la population, alors qu'en France, c'est entre 6 et 7%. 40% de la population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté de France, bien sûr, mais avec un coût de la vie bien plus élevé. Le problème du logement. La Fondation Abbé Pierre dit qu'il existe à La Réunion 100 000 logements insalubres. 100 000 logements. Et en plus, il y a 39 000 demandes de logement qui ne sont pas satisfaites. Et
Pour satisfaire cela, il faudrait construire à La Réunion 9 à 10 000 logements tous les ans. On n'en a fait que 1700 cette année, l'année dernière. Et cette année, d'après les responsables du bâtiment, on fera peut-être à peine la moitié. Cela veut donc dire que c'est une situation qui va perdurer. Et sur le plan économique, rarement le taux de notre balance commerciale a rarement été aussi désastreuse. Il n'y a que 5% de nos exportations qui couvrent nos importations. Cela veut dire que nous sommes sur le plan économique très dépendants de l'importation de l'extérieur, ce qui est important, grave, puisque cela nous fragilise par rapport aux événements extérieurs. On l'a vu là, pour la crise du Covid, la navigation a été ralentie, on a subi les conséquences. On voit là, avec la guerre qu'il y a en Ukraine, cela peut mettre en danger l'approvisionnement de la Réunion, et c'est une situation, véritablement, une situation de crise. Alors vous faites effectivement ce constat alarmant dans votre analyse et vous dites qu'il faut dépasser l'intégration. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Écoutez, cela signifie qu'il faut dépasser l'intégration parce que l'intégration ne nous donne pas les moyens d'affronter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Cela ne nous donne pas les moyens de nous développer. Cela ne nous donne pas les moyens de nous intégrer dans notre zone géographique. Alors il faut dépasser l'intégration. Il faut dépasser l'intégration et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Quand au lendemain de l'élection présidentielle, des responsables politiques à La Réunion déclarent que le système a atteint ses limites. C'est quoi le système? Le système, c'est le système d'intégration qui a été mis en place par la loi de 1946. Quand, plus récemment, au lendemain des élections régionales qui ont eu lieu récemment, les présidents des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion se réunissent à Fort-de-France et font une déclaration au président de la République, une déclaration basée sur le constat de la situation sociale et économique telle que je viens de dire, et qui est équivalente en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Eh bien, ces responsables disent que le statu quo n'est plus acceptable. Et ils disent que le moment est venu d'écrire une nouvelle étape de l'histoire des pays d'outre-mer au sein de la République. Eh bien, eux, comme nous, mettent en cause le système de l'intégration. Alors il faut élaborer autre chose, trouver autre chose que l'intégration, et le trouver, comme le disent les responsables, au sein de la République française. Et nous pensons que dans le cadre de la République française, il est possible de trouver autre chose que l'intégration qui a les conséquences que nous venons de voir. Quels sont les paramètres à prendre en compte? Vous dites qu'il faut tenir compte de la conjoncture mondiale et des réalités telles que le réchauffement climatique, la démographie, la mondialisation, les différents progrès à la fois scientifiques et technologiques? Oui, bien entendu. Mais je dois dire d'abord que la nouvelle étape
que nous devons franchir doit être réalisée par les Réunionnais et les Réunionnais eux-mêmes. C'est à nous de définir ce que nous voulons et non pas faire confiance à... Nous avons besoin du soutien de la République dans son ensemble, mais c'est à nous de définir ce que nous voulons. C'est la raison pour laquelle nous proposons que ce soit les Réunionnais et les Réunionnaises qui fassent un projet de développement, qui fassent un projet global de développement, un projet économique, culturel, environnemental, mais aussi un projet de gouvernance où les Réunionnais exerçant leurs responsabilités. Ce projet doit être fait collectivement et dès lors, il est porté à Paris et on demandera à Paris de faire une loi-programme à partir de ce projet. Et cette loi-programme sur 10 ans, sur 15 ans, etc. Alors bien évidemment, ce projet, comme vous le disiez tout à l'heure, doit tenir compte de la conjoncture internationale. La conjoncture internationale, eh bien, on la connaît, c'est le réchauffement climatique. Bien sûr, la Réunion n'est pas responsable du réchauffement climatique. C'est un problème mondial. Mais dans notre projet, nous ne devons pas apporter notre grain de sel à ce réchauffement climatique. Nous devons trouver les mesures nécessaires pour que, justement, nous ne participons pas au réchauffement climatique. Et il y a là les problèmes importants à La Réunion pour le réchauffement climatique. C'est quoi? C'est l'émission de gaz à effet de serre. Et c'est les problèmes du déplacement. Et à La Réunion, nous sommes sous la dictature du tout automobile. Mais il faut sortir de cela. Il faut aller vers des déplacements qui ne procèdent pas de la dépendance des produits carbonés. Hein. C'est pour ça que, il y a quelque temps déjà, Paul Vergès avait proposé pour La Réunion, avait proposé le tram-train. Il faut revenir au tram-train. Et je suis heureux de constater que la Première ministre en France a déclaré qu'elle allait mettre en place un plan de développement ferroviaire pour les grandes agglomérations de France et elle va mettre sur la table 100 milliards. Eh bien, la présidente de la région Réunion a saisi l'occasion et a demandé à la Première ministre d'inscrire la Réunion dans ce plan de 100 milliards et pour faire un déplacement ferroviaire à La Réunion. C'est une bonne chose et nous sommes tout à fait, je suis particulièrement satisfait. Il faut tenir compte également de la démographie. À côté de chez nous, l'Afrique deviendra un continent très peuplé, un des continents les plus peuplés de la planète, mais et aussi des échanges commerciaux. Eh bien, nous assistons à des évolutions considérables. En Afrique, 55 pays ont décidé de créer entre eux une zone de libre-échange. Dans le même temps, en Asie, également des pays transcendant leurs différends idéologiques. Des pays comme la Chine, le Japon, l'Australie ont également décidé de créer une zone de libre-échange. Eh bien, ces deux zones, d'Asie d'une part, d'Afrique d'autre part, ont décidé de passer des accords. Cela veut donc dire que nous verrons au large de la Réunion, l'océan Indien deviendra l'océan le plus important pour les échanges
internationaux. Bien, nous, à La Réunion, nous verrons passer les bateaux. Et dans le système d'intégration, nous n'avons pas les moyens de nous intégrer dans cette grande zone des échanges mondiaux. Mais c'est pour ça que le projet que les Réunionnais et les Réunionnaises devront élaborer devront tenir compte de cette évolution des échanges mondiaux. Voilà un certain nombre d'exemples qui montrent que pour bâtir un projet pour la Réunion, ben nous devons tenir compte, bien entendu, nous devons répondre aux exigences sociales, aux exigences environnementales des Réunionnais, mais aussi tenir compte de la conjoncture internationale. J'aimerais revenir sur un point que vous mentionnez également dans votre étude. Vous soulignez que la Réunion est une économie de comptoir qui doit aspirer à l'autosuffisance à la fois d'un point de vue énergétique et alimentaire. Bien évidemment, quand nous voyons aujourd'hui notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, notre balance commerciale qui montre l'importance des importations. Mais ça veut dire que on fait du commerce à La Réunion. Et nous sommes tout à fait dépendants des grands lobbies, des grandes surfaces commerciales. Eh bien ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, non seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons de protection de notre avenir. Si demain la conjoncture internationale fait qu'il n'est plus possible que les bateaux ne peuvent plus parvenir, mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pour ça que nous devons, dans notre plan, dans le projet que les Réunionnais doivent élaborer, eh bien, il doit y avoir le problème de l'autosuffisance alimentaire. Nous devons tendre vers l'autonomie alimentaire et la Réunion a les moyens. On va pas, le temps ne nous permet pas de développer toutes les possibilités, les capacités de développement alimentaire à La Réunion, mais il faut tendre vers ça. De même que pour l'énergie, nous devons aller, notre plan, le plan que les Réunionnais doivent élaborer, doivent tendre vers l'autonomie énergétique. Nous ne pouvons plus dépendre de l'importation du fioul, du pétrole, etc. Non, il y a la possibilité d'aller vers l'autonomie énergétique à La Réunion, et ça, on peut le prouver. Alors, pour mettre en place ce grand projet pour la Réunion de demain, un consensus est nécessaire. Comment y parvenir? Comment réaliser ce rassemblement de toutes les forces politiques dans leur diversité? Voilà. Par une conférence territoriale? Voilà. Alors, exactement. Ce plan ne peut pas être fait par une organisation, par un parti, aussi prestigieux soit-il. Hein. Ça doit être fait collectivement. Et ça doit être fait par les Réunionnais et les Réunionnaises qui ont la légitimité. Et qui sont-ils? Ben, ce sont les élus, les conseillers généraux, les conseillers départementaux, les maires, les présidents des EPCI, mais aussi ceux qui ont la légitimité des syndicats. Les syndicats sont légitimes, les associations. Eh bien, pour réunir tout cela, il existe, depuis la loi de 2014, la loi Notré, qui oblige aux régions d'avoir ce qu'on appelle la conférence territoriale, qui a pour objectif de coordonner les actions dans les actions publiques des collectivités.
cette conférence territoriale doit réunir le Conseil général, le Conseil régional, les maires, les EPCI, etc., et aussi l'État. C'est une institution. Eh bien, nous disons, nous, confions à cette conférence territoriale, mais qui doit être élargie aux forces vives du pays, il faut confier à cette conférence territoriale le soin de réaliser ce projet pour la Réunion. Et ainsi, tout le monde participera et ça va être un projet consensuel. Et il est important qu'il y ait ce consensus. Je constate avec satisfaction cette conférence territoriale doit être convoquée par les régions, présidents de région. Eh bien, je constate avec beaucoup de satisfaction que la présidente de la région Réunion, publiquement, a annoncé qu'elle allait convoquer la conférence territoriale avec comme objectif la réalisation d'un plan, d'un projet, d'un programme pour la Réunion. Cela se fera dans un avenir relativement proche et je suis extrêmement satisfait. Alors, quels sont les principes indispensables du grand projet? Vous insistez notamment sur le fait qu'il soit global, durable et solidaire. Absolument. Ce projet doit être consensuel. Quand la conférence territoriale se réunira, bien évidemment, chacun apportera sa contribution. Il ne s'agit pas pour l'un ou pour l'autre de dire « voilà mon projet, si vous n'êtes pas d'accord, je m'en vais ». Non. Soyons responsables. Essayons ensemble de trouver, de se mettre d'accord sur un consensus. Faisons preuve de responsabilité. Trouvons le moyen d'être d'accord ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, ok, mais trouvons sur quoi on peut être d'accord sur l'essentiel. Parce que le consensus est important. Paris, si nous avons comme objectif d'apporter à Paris un projet, en disant à Paris, voilà notre projet, faites-en une loi-programme. Si nous ne sommes pas d'accord, si les uns tirent à U, les autres à Dia, Paris va se dire, d'abord, mettez-vous d'accord. Après, moi je vais faire une loi-programme. Donc le consensus est essentiel. Et c'est ça que j'essaye de dire dans ce que j'ai écrit. Je fais appel à l'esprit de responsabilité des Réunionnais et des Réunionnaises. Mettons-nous d'accord pour être entendus. Et c'est l'étape de la responsabilité. Vous savez, vous avez évoqué tout à l'heure avec moi l'histoire. Eh bien, quand nos ancêtres ont aboli l'esclavage, ils ont ouvert l'ère de la liberté. Quand nos prédécesseurs se sont battus pour la loi du 19 mars, qui a été une loi d'intégration, mais qui a été aussi une loi d'égalité. L'égalité n'est pas venue tout de suite. Il a fallu se battre pour l'égalité. Mais peu importe. Nos prédécesseurs ont ouvert l'ère de l'égalité. Eh bien, il nous appartient à la génération d'aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays, l'ère de la responsabilité. Assumons, Réunionnais, Réunionnaises, assumons notre responsabilité. C'est ça l'avenir de notre pays. Merci Eddie Waro. C'est sur ces mots que nous allons clôturer
cette première causerie de l'histoire en remerciant notre invité du jour de nous avoir fourni des clés de compréhension essentielles des réalités de notre île et des défis à venir. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Merci.